Aujourd'hui va attirer l'attention. Il n'y aura pas de deuxième conférence de presse aujourd'hui. Ça va se faire dans la conférence de presse de 13 heures de M. Legault, l'annonce du plan du gouvernement. On nous parle d'un plan en 6 phases. Les gens qui étaient avec nous la semaine passée, je vous ai résumé parce que je voulais donner aux gens une idée de c'est quoi un plan de sortie de confinement. On avait celui de la Saskatchewan. Évidemment, il y a beaucoup moins de cas là-bas. C'est beaucoup moins de décès aussi. Mais ça nous donnait quand même, la Saskatchewan l'avait fait en 5 phases. Donc, dans la première phase, c'est surtout les services là, genre médicaux, dentistes, optométristes, etc. et ce qui est en plein air. Puis là, après ça, bien, les autres affaires, puis les commerces, tout le reste arrivait. On nous dit qu'au Québec, on l'aura divisé en 6 phases. Donc, on se demande les dates auxquelles les choses vont arriver. Est-ce que ce sera pour toutes les régions en même temps? J'ai bien peur que ça va ressembler aux écoles, là, que la région de Montréal va arriver après les autres. Etc. Donc, un plan qui pourrait s'échelonner jusqu'à l'été, là, donc du mois de mai jusqu'à l'été. On va parler d'ailleurs, durant cette émission, à différents acteurs qui sont concernés. Marc Fortin est président du Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Dumont. Bon, vous, dans le détail, il y a quand même, vous avez certains joueurs qui ont fait partie des services essentiels, qui sont restés ouverts. Je suppose que les autres doivent espérer pouvoir recommencer leurs activités. Tout à fait, puis ils ont bien hâte de reprendre les activités, toujours en respectant la distanciation sociale et en faisant très attention. Puis je pense que vous l'avez dit, on a certains de nos membres, donc l'alimentation, la pharmacie, la quincaillerie, qui étaient des services essentiels. Donc, on a un apprentissage assez large avec ces gens-là qu'on est capable de ramener vers les autres détaillants pour s'assurer qu'ils fassent bien les choses. Mm-hmm. Ça a demandé quand même de l'adaptation, là, les comptoirs avec le plexiglas, les façons de faire, les clients qui attendent dans la cour dans certains cas parce qu'on limite le nombre de clients à l'intérieur. Est-ce que ça inquiète les autres dans le détail de dire « ouais, on va rouvrir, mais ça va être compliqué, pas rien qu'un peu ». Oui, ça les inquiète un peu. Puis il y en a qui veulent juste repartir la machine parce que leurs entreprises, s'ils sont plus petits ou des indépendants, est en danger. Là. Il faut qu'ils payent leur loyer, il faut qu'ils subissent des frais fixes, il faut qu'ils les payent. Puis ils n'ont aucun revenu. Donc ils se disent, il faut que je reparte ma machine. Mais il faut qu'ils comprennent aussi, puis c'est un gros travail que nous, au Conseil canadien, on fait en ce moment. On a différents webinaires pour partager cette expertise-là, puis essayer de leur expliquer ce à quoi ils doivent s'attendre. C'est-à-dire que c'est pas comme tu ouvres les portes comme avant, là, puis tu n'auras pas 100% de trafic non plus. Ça va être beaucoup plus petit, ça va être beaucoup plus long afin de rebâtir ça, mais il y a des mécanismes de protection qui doivent être en place, que ça soit la distanciation, que ça soit un nombre limité de personnes dans le magasin, que ça soit une distance avec ou du plexiglas au comptoir de paiement, que ça soit l'augmentation des valeurs du TAP qu'on appelle pour payer avec la carte de crédit juste en tapant versus être obligé de se servir du pad pour rentrer vos codes. Il y a plein de nomenclatures, plein de protocoles qui ont été mis en place, qui vont être partagés, que ces gens-là vont devoir mettre en place. Puis, il y en a beaucoup qui ont été des parties prenantes du développement de ces protocoles-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans les souliers, vous essayez un soulier, on fait quoi après? Mais il y a des détaillants qui ont décidé de mettre un espace où les gens vont pouvoir voir derrière un plexiglas les employés renettoyer et désinfecter les souliers qui ont été touchés et essayés, par exemple. Fait qu'il y a tout ça, on va loin là, dans le vêtement. On a aussi d'autres protocoles qui ont été mis en place pour s'assurer que les vêtements essayés sont isolés pendant un certain temps avant d'être ressortis. J'avais pas pensé à ça, mais l'essayage là, devient une complication hein, dans le vêtement et la chaussure. Là. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Ce sont des exemples secteur par secteur. Quand on se met à y penser, on découvre des choses. Je vous pose une question un peu plate, là, mais on fait des mathématiques de ça. Si vous avez un commerce, mais bon, toutes les mesures qu'il faut mettre en place, ça coûte plus cher. Là. Si on met en place des mécanismes, on a des employés qui désinfectent, etc. Donc, il y a une augmentation forcément des coûts. Vous allez avoir probablement moins de clientèle parce qu'on ne pourra pas laisser entrer tout le monde en même temps, etc. Donc, plus de coûts, moins de clientèle, puis la clientèle est moins riche parce que l'économie a pris une débarque. Je veux dire, si vous mettez ces 3 facteurs-là bout à bout, il y a des commerces qui sont plus rentables, non? Tout à fait. C'est pour ça que les programmes gouvernementaux qui ont été mis en place, comme le programme de support pour s'assurer que les employés puissent revenir au travail, va être très important. Le programme fédéral qui va subventionner jusqu'à 75% du salaire de vos employés. Sans ces programmes-là, il y a beaucoup d'entreprises qui
n'ouvriront plus les portes. Ils vont être fermés, puis c'est fini. Donc, ces programmes-là vont être vraiment importants, ces programmes de support, plus aussi l'intelligence d'affaires. C'est-à-dire que réouvrir son magasin, ça ne veut pas dire que si tu avais 15 staff dans le magasin, la semaine prochaine, tu vas avoir 15 staff dans le magasin. Non, tu vas avoir ton gérant puis peut-être un temporaire. Donc, ça fait partie aussi de l'éducation qu'on fait avec nos membres et avec surtout les membres qui sont plus petits, qui ont été peut-être moins impliqués avec des grosses firmes, tout ça pour voir un peu comment est-ce qu'ils se préparaient à rouvrir. On essaye de leur expliquer ce à quoi ils doivent penser au niveau du cash flow, au niveau des opérations, au niveau de leurs inventaires, au niveau de leur staff, les ressources humaines. Il y a des employés aussi qui voudront peut-être pas revenir travailler, des employés qui vont être un peu inquiets. Donc, il y a un travail psychologique à faire et un support à faire autour des employés, des ressources humaines aussi. C'est plus complexe quand on ouvre la porte puis on met la clé là, dans la porte. Là. C'est un peu plus facile, un peu plus compliqué que ça. M. Fortin, évidemment, la grande région de Montréal, dans le secteur du commerce, c'est un gros joueur. En fait, évidemment, c'est la plus grande concentration d'activités commerciales, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Si on devait faire dans le commerce, et c'est pas improbable, si on devait faire dans le commerce la même distinction que pour les écoles, en disant la zone de Montréal, elle est trop chaude, est-ce que ça va représenter un problème pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à accepter? Oui, on est prêt à accepter parce que je pense que le gouvernement a fait une bonne gestion jusqu'à présent. On a supporté notre gouvernement dans les initiatives. On est content pour tous les magasins en région. On croit que la grande région de Montréal, donc Montréal, Laval, si elle ne suit pas la première semaine, elle devrait suivre assez rapidement parce que les Québécois ont été assez disciplinés dans les commerces essentiels, que ce soit les épiceries, pharmacies ou les quincailleries. Il y a eu des petits cas isolés ici et là, mais en général, les gens étaient très disciplinés. On doit féliciter les Québécois d'avoir très bien suivi les directives. Puis je pense que la même chose va s'appliquer ici à Montréal. Si on peut pas attendre 2-3 semaines parce qu'on va voir une sortie, les gens vont vouloir peut-être sortir un peu puis vont aller en région pour aller dans des magasins. On veut pas ça non plus. Donc, on a besoin de commencer à regarder peut-être assez rapidement à réouvrir Montréal, Laval suite aux régions. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver aux centres commerciaux? Parce qu'on semble distinguer, puis j'ai regardé dans d'autres pays aussi, on semble distinguer le commerce qui a pignon sur rue, où évidemment, il n'y a pas de rassemblement, on peut gérer ça. On semble plus inquiet des grands centres commerciaux où là, on a tendance évidemment à accumuler des gens, il y a des bancs, il y a une zone pour manger, etc. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver aux centres commerciaux? Je pense que les centres commerciaux, jusqu'à présent, les discussions qu'on a eues vont suivre, mais un peu plus tard, parce que vous avez très bien expliqué le point. Les gens vont se rencontrer dans les centres commerciaux. C'est un peu un centre communautaire à quelque part. Les gens vont aller manger, vont se retrouver là pour discuter. Le gouvernement veut éviter ça le plus possible. Donc, j'imagine que dans les discussions qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines, on va probablement avoir une ouverture des centres commerciaux dans les prochaines 2 semaines. Mais en ce moment, si vous avez un pignon ou une porte, si vous êtes dans un centre commercial, mais vous avez une porte à l'extérieur, vous allez pouvoir ouvrir. Mais la porte qui rentre dans le centre d'achat va être fermée, par contre. Oui. Vous avez mentionné que les commerces qui sont restés ouverts, entre autres les épiceries, les pharmacies, celles qui étaient essentielles, servent un peu de modèle. C'est comme si on a du commerce de détail qui a déjà continué à fonctionner. Il y a quand même eu des complications. Je voyais un supermarché qui a dû fermer ses portes à Lévis parce qu'il y a eu une éclosion trop grande. Est-ce que ça vous enseigne aussi qu'on va peut-être devoir vivre avec ça, qu'un commerce, à un moment donné, ferme ses portes, qu'il va faire partie de la nouvelle réalité, puis il faut vivre avec, il faut l'accepter? Tout à fait. C'est pour ça qu'on a concentré les services dans les épiceries, dans les pharmacies. C'est pour ça qu'on a arrêté de prendre les produits consignés comme les bouteilles de bière, les canettes, parce que ça allait créer des problématiques de distanciation puis des problèmes d'échange qu'on allait probablement augmenter le risque. Donc, on s'assure aussi avec les autres détaillants de minimiser les risques potentiels, donc l'échange d'argent, les contacts, ces choses-là. Mais est-ce que ça va arriver? Ça risque d'arriver. Il y a un potentiel, mais on va prendre toutes les mesures pour s'assurer que tout est toujours désinfecté, qu'il y ait des gants, qu'il y ait des masques, qu'il y ait de la distanciation, qu'il y ait des plexiglas. Fait que les différents protocoles vont être en place pour minimiser ces situations-là. Mais si ça arrive, il va falloir faire avec, puis il va falloir qu'on décontamine, puis qu'on s'en occupe, comme on l'a fait dans l'alimentation, dans la pharmacie et dans la quincaillerie. Une petite vite là-dessus, parce que vous venez de mentionner l'argent comptant là, qui n'est pas tellement apprécié,
Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que j'ai vu quand même les grandes directives de la Banque du Canada, puis officiellement, légalement, c'est écrit sur le billet, ce billet à cours légal ou quelque chose. On est censé devoir accepter partout l'argent comptant. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que je sais que c'est une crainte, là, que la manipulation d'argent, évidemment, augmente le risque. Oui, parce qu'il y a un échange aussi. Dans ce cas, vous prenez votre carte de crédit, le caissier ou la personne à la caisse n'a pas besoin d'avoir cet échange ou prendre quelque chose de vos mains. On va continuer à l'accepter pour la majorité des commerces, mais on va vraiment encourager les consommateurs à prendre des cartes de crédit. Comme à l'épicerie ou dans les commerces essentiels, il y a des gens où il y a une catégorie de la population qui n'a pas de carte de crédit nécessairement, qui a besoin de comptant. Donc, dans les magasins essentiels, on ne pouvait pas vous dire « n'amenez pas de comptant ». Si vous avez besoin de vous nourrir ou d'acheter vos médicaments, puis vous avez juste du comptant, il faut vous laisser l'opportunité d'acheter avec du comptant. Le personnel fait quoi? Il prend l'argent avec des gants? Avec des gants, on se lave les mains souvent à chaque heure ou plus souvent, s'il faut, les employés doivent, dans les protocoles, aller se laver les mains à la salle de bain en arrière. Donc, on a des processus en place pour s'assurer de faire affaire dans des situations comme ça. Mais on va encourager, encore une fois, l'utilisation de cartes de crédit ou carte débit, puis l'utilisation du TAP, de juste taper sa carte. La majorité des détaillants, ça coûte plus cher aussi, il faut comprendre ça. En augmentant la valeur du TAP à 250 $, de 100 $, qui était l'original, bien, Visa, Mastercard et les banques nous chargent beaucoup plus cher en pourcentage. Fait que les coûts de carte de crédit... Les banques nous annonçaient ça comme une générosité d'un service de plus aux citoyens, mais ils vont chercher un profit là-dessus, là. Ah ben oui, définitivement. Avec nous, avec les détaillants, ils vont vraiment augmenter leur profitabilité à ce niveau-là. Nous, on voit nos coûts exploser depuis qu'on a augmenté, évidemment, la valeur du TAP, mais c'est important pour les consommateurs. Non, je comprends l'utilité, mais je comprends que vous perdez un pourcentage sur ça. M. Fortin, merci. Merci, M. Dumont. Au revoir.